TVT au cœur de l'information. Au sommaire de ce journal, le gouvernement togolais et le secteur privé prennent leurs responsabilités face aux importations frauduleuses. Les entreprises locales subissent une concurrence déloyale, ce qui constitue un manque à gagner en termes de recettes fiscales pour l'État. Également dans ce journal, la mise en place du projet d'appui aux investissements agricoles, un nouveau projet désormais élargi aux jeunes déscolarisés pour leur insertion. Un manuel des opérations du mécanisme de financement a été validé à cet effet. Et puis, à l'occasion de la journée internationale de l'écrivain africain, l'Association des écrivains du Togo a lancé officiellement une caravane littéraire. Objectif, promouvoir la littérature togolaise et inciter les jeunes à lire et à devenir des écrivains de demain. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, direction région des plateaux où les unités de production, de transformation et de commercialisation, notamment celles engagées dans l'élevage du poisson, ont reçu la visite d'une délégation du ministère en charge du commerce. Une tournée qui s'inscrit dans le contexte du mois du consommé local. L'occasion pour cette délégation d'encourager les promoteurs pour le travail abattu. Sylvie Rabdou. Le Togo s'évertue pour dépendre moins de l'extérieur en produits carnés, en poissons et bien d'autres, d'où l'appui ces dernières années au secteur pour booster davantage l'élevage des petits ruminants, de volailles, entre autres. Beaucoup d'acteurs sont aujourd'hui engagés dans ce sens. En témoigne par exemple cet élevage de poissons, plus précisément le tilapia, un élevage de poissons en cage pour satisfaire les besoins des populations. Et en ce mois du consommé local, les responsables du ministère du Commerce se sont donc rendus sur le site pour encourager le promoteur qui s'est investi dans cette production destinée à valoriser les produits locaux. L'initiative de cette visite vise à intensifier la promotion de la consommation des produits locaux au niveau de l'espace communautaire en suscitant l'intérêt des populations pour la consommation des dits produits. Cette vision stratégique du gouvernement togolais en ce qui concerne la consommation du label togolais est vivement partagée par les promoteurs puisque cela les encourage à améliorer davantage leur potentiel de production. On a compris que c'est un besoin vital pour le pays en protéines animales et halieutiques et nous y sommes attelés et on le fait. Et nous couvrons la grande partie du pays en ce qui concerne ce produit-là. Cette usine, quant à elle, est engagée dans la production et la transformation du manioc en amidon. Une ambition qui cadre parfaitement avec la politique du gouvernement togolais, celle de promouvoir et valoriser les produits locaux. Aujourd'hui, nous voulons aller vers des entreprises de l'agriculture industrielle pour plus attirer les gens à produire davantage et aussi ajouter plus de la valeur. La visite de ces unités consiste pour les responsables de s'enquérir également du fonctionnement de ces unités et surtout encourager les promoteurs dans cet élan. Non à la fraude, les entreprises installées au Togo tirent la sonnette d'alarme. Elles crient leur ras-le-bol face à la concurrence déloyale, un manque à gagner donc pour l'État en termes de recettes fiscales. Le gouvernement et le secteur privé prennent leurs responsabilités. Écoutez ça. Plus de 20 milliards de francs CFA partis en fumée entre 2019 et 2021. C'est la perte engendrée par les importations frauduleuses à l'État togolais. Selon les statistiques de l'Office togolais des recettes, la pratique fait perdre au Togo des dizaines de milliards de francs CFA chaque année. Le gouvernement et le secteur privé s'accordent pour lutter contre le fléau. Cela y va de l'intérêt des deux parties. Les pratiques en termes d'importation frauduleuse posent un problème d'abord de santé publique, il faut le reconnaître,
et de créer également des manques à gagner en termes de recettes pour l'État. Ensemble, on s'est engagé avec le secteur privé à lutter contre le phénomène. Il va falloir remettre à jour la réglementation, passer à des sanctions qui puissent décourager les auteurs. La face cachée de ces pratiques, c'est la concurrence déloyale. Elle impacte négativement des centaines d'entreprises installées au Togo. Ces entreprises ne sont pas loin de la faillite si jamais rien n'est fait. Nous devons ensemble mieux nous organiser pour œuvrer à limiter, voire annihiler les flux d'importation frauduleuses. Et pour ce faire, nous devons protéger les investissements dans notre pays. Et en les protégeant, nous donnons envie à d'autres investisseurs de venir dans notre pays. Nous devons protéger les emplois locaux, mobiliser plus de ressources pour faire face aux attentes sociales des populations, faire en sorte qu'il y ait plus de bâtiments scolaires, de centres de santé, de routes, de hangars, de marchés. Il faut des ressources. Et c'est sûr qu'en créant plus de richesses localement, nous pouvons générer plus de richesses et faire face à ces besoins. À cet effet, le gouvernement et ses partenaires du secteur privé ont défini des actions concrètes à mener pour solutionner le problème et dans un bref délai. Nous avons noté qu'il faut absolument renforcer le dispositif de contrôle des produits importés avec un système de recherche, de renseignement, de traçabilité des marchandises. Le dispositif existe, mais nous devons le renforcer. Nous avons également noté qu'il faut améliorer, adapter le cadre juridique et institutionnel, mais aussi, surtout, renforcer le contrôle et appliquer les sanctions. L'autre élément qui est important, c'est aussi d'accélérer l'opérationnalisation de la ROC. Cette institution est appelée à jouer un rôle majeur. Un comité État-secteur privé sera également mis en place pour évaluer et veiller à la mise en œuvre des recommandations issues de cette concertation. Le gouvernement togolais, avec le soutien financier de la BAD, la Banque africaine de développement, a mis en place un nouveau projet, le projet d'appui aux investissements agricoles. C'est un complément du projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes. Ce programme prend désormais en compte des jeunes déscolarisés. Sylvain Abdou nous en dit un peu plus. C'est un projet ouvert à tous les entrepreneurs engagés dans l'agriculture, le paillage, projet d'appui aux investissements agricoles. Ce projet vient en complément au paillage SP et prend en compte tous les jeunes déscolarisés non éligibles à l'ancien projet aujourd'hui à terme, c'est-à-dire le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs. Ceci pour faciliter plus l'insertion des jeunes dans les différents maillons et chaînes de valeur agricoles. Mais avant sa mise en œuvre, il faut la validation du manuel des opérations du mécanisme de financement, d'où cette rencontre pour soumettre le document à l'appréciation de tous les acteurs de mise en œuvre en vue de son étude pour sa validation. Ces acteurs ont besoin du financement pour pouvoir mener à bien leur activité. Donc ce financement ne peut pas se donner au hasard. Il faut qu'il soit cadré. C'est ce qui a nécessité l'élaboration d'un manuel qui définit les critères et les approches devant permettre la mise en place des ressources financières à la disposition des bénéficiaires. Ce nouveau projet constitue pour les PME-PMI un atout puisque cela leur permet d'augmenter le nombre de primo-entrepreneurs qui, à travers le paillage SP, étaient limités uniquement aux jeunes scolarisés. Nous avons toujours souligné qu'il y a un manquement parce qu'au niveau de sélection des jeunes, il y a des jeunes qui sont très vaillants, mais les critères de sélection ne sont pas adaptés à leur niveau. Donc nous avons fait ces insuffisances au niveau du projet PAISP qui a tenu compte et ce qui a donné la naissance à ce projet paillage pour faire bénéficier des jeunes défavorisés par rapport à ces critères-là. La validation du manuel va donc servir d'outil sur lequel vont s'appuyer les acteurs pour comprendre les modalités de fonctionnement du dispositif de financement, les critères d'éligibilité ainsi que le processus d'accès au financement. La stratégie à travers le paillage, c'est d'insérer des jeunes défavorisés dans les chaînes de valeur promues par le paillage SP.
Le golfe de Guinée, théâtre depuis hier matin d'un exercice maritime Grand African Navy Gano 2021. 19 pays dont le Togo participent à cette manœuvre. Notre pays a choisi de s'exercer pour renforcer ses capacités dans le domaine des recherches et sauvetage. Cette manœuvre est organisée en collaboration avec la marine française. Tchazinambaga. C'est un exercice qui se veut le plus réel possible. La trame, porter assistance à un navire battant pavillon panaméen en proie à une voie d'eau à proximité des côtes togolaises au sud de Pémé. Mission, recherche et sauvetage des membres d'équipage. Tout s'est joué sur zone, mais aussi à la préfecture maritime. C'est la préfecture maritime qui a été informée de cette crise, qui a mobilisé les moyens de l'État pour répondre à ce problème. À l'occasion de cette intervention, ils ont pu constater que le problème ne se limitait pas à une voie d'eau, mais qu'il y avait aussi 3 personnes blessées, ainsi qu'une expansion de monoxyde de carbone. La Marine nationale, le groupement de gendarmerie, avec leurs moyens navals, ils ont été sur les lieux, ils ont retrouvé le bateau. Et ils ont commencé par aider le bateau à mettre les brèches pour que l'eau ne rentre pas. Et ensuite, l'eau qui était déjà rentrée, aider à sortir l'eau de ce navire. Les blessés ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers. Ils ont également pris des dispositions pour contenir l'expansion du monoxyde de carbone qui menaçait de polluer l'écosystème marin national. La clé du succès, la gestion pluridisciplinaire de la crise. Les administrations qui étaient là, chacune a pu jouer son rôle. Et vous voyez, si vous ne faites pas d'exercice, tout cela, ça dort. Et puis, le jour qu'il y aura un clash, eh bien, personne ne fera quelque chose. Donc, nous disons aujourd'hui que c'est un succès pour le Togo, car ça a renforcé les capacités de nos structures à mieux gérer ces genres de crises. La réponse qui a été apportée répond complètement à ce type de crise. On peut peut-être regretter un manque de moyens aériens. Dans ce type de crise, il est toujours utile de disposer d'un aéronef pour avoir rapidement une vision haute du sinistre et éventuellement aussi avoir à sa disposition un hélicoptère en tant que de besoin pour pouvoir élitreiller un blessé dont l'état de santé nécessiterait une hospitalisation sous les plus brefs délais. La manœuvre s'est déroulée simultanément dans 19 pays du Golfe de Guinée, du Sénégal à l'Angola. Le but, renforcer l'architecture de Yaoundé et la mise en œuvre de la charte de Lomé sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique. L'exercice désormais dénommé Grand African Nemo est organisé en collaboration avec la marine française. Un mot de politique et cette séance de travail du parti politique UNIR, Union pour la République, avec ses militants du Grand Lomé. Cette session a été ouverte par la vice-présidente UNIR Grand Lomé, Ibrahima Memnatou. Les participants seront outillés sur des thématiques bien précises pour mieux s'illustrer sur le terrain. Issaka Aruna, Urish Amiga. Ils viennent des différents comités de base des mouvements de femmes et de jeunes du parti UNIR, Union pour la République de la commune à Gonivé 1. Ils ouvrent ainsi le bal de la session d'information et de formation des militants du Grand Lomé de cette formation politique. Une session qui porte sur des thématiques d'actualité. Quel est le rôle du militant UNIR? Quelles sont les actions que nous devons poser au sein de nos communautés? Comment nous allons vivre la relation avec le parti UNIR en tant que militant à la base? Le maillage qu'est l'organisation au sein du parti UNIR, la sécurité et la paix et la citoyenneté. Ils renforcent de ce fait leur capacité en vue de mieux défendre les idéaux du parti. Nous irons dans les villages organiser cette même formation pour que tous les représentants du parti dans les villages et quartiers puissent avoir cette information et l'appliquer sur le terrain de manière à ce que les militants soient aguerris, formés. À travers cet exercice, les responsables du parti visent un seul objectif. Les militants puissent être de nouveau galvanisés et qu'ils aient
un engagement plus accru et que sur le terrain, les actions à mener soient capitalisées, que le militant du Parti UNIR soit un exemple, soit un modèle. Et nous avons surtout parlé de la nécessité de maintenir, de préserver la paix et la sécurité, une condition sine qua non pour tout développement. La session de formation va durer une semaine. Elle couvrira toutes les communes du Grand Lomé. À la primature, la chef du gouvernement, Victoire Toméga Dobé, s'est entretenue cette semaine avec le directeur général du Centre international pour le développement des engrais, Robert Groot, pour renforcer leur partenariat. Puis avec Philippe Ebanga, nouveau directeur de Total Énergie pour l'Afrique de l'Ouest. Le point avec Komu Poyote. Le chef du gouvernement a conféré avec M. Robert Groot, directeur général du Centre international pour le développement des engrais IFDC. Les échanges ont porté sur l'intensification et le développement du secteur agricole. C'était surtout pour renouveler les relations entre le gouvernement togolais et notre centre, le IFDC. Mais nous sommes un centre qui a été actif au Togo depuis 1985. On voit qu'avec le feuille de route du gouvernement, il y a de bonnes opportunités de renforcer le partenariat dans le domaine intensification et développement du secteur agricole. Madame le Premier ministre, elle a dit que non, c'est intéressant. Nous travaillons dans plusieurs pays dans le développement des ressources phosphatées, mais aussi la production des engrais. Et nous imaginons qu'il y a des possibilités de produire des engrais au Togo au lieu d'exporter le phosphate naturel. Le feuille de route du gouvernement togolais a clairement indiqué que le secteur agricole, c'est un secteur prioritaire et les opportunités pour la transformation, comme on le voit sur le soja, pour l'augmentation de productivité, sont clairement là. Le nouveau directeur des opérations Total Énergie de l'Afrique de l'Ouest, Philippe Ebanga, était aussi à la primature. Les discussions entre les deux personnalités ont porté sur la qualité des relations entre les autorités togolaises et Total Énergie. Nous sommes Total et bientôt Total Énergie Marketing Togo. Nous sommes ici dans le pays depuis près de 60 ans. Donc, comme j'ai pris mes fonctions de directeur de la sous-région ici, à cette occasion, je voulais juste saluer son Excellence et lui dire toutes les bonnes relations que nous avons d'un point de vue opérationnel et d'un point de vue d'échange avec les autorités. C'est la qualité de ces échanges. Notre objectif, c'est d'accompagner cette croissance et d'être présent et de continuer à jouer notre rôle d'acteur majeur du marché avec les meilleurs standards pour les produits qui sont commercialisés auprès des populations. Le chef du gouvernement a salué ces échanges qui s'inscrivent dans la dynamique de la feuille de route gouvernementale. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social était l'invité de la télévision togolaise dans une émission spéciale ce soir. Il a abordé plusieurs questions liées au social, dont notamment le recrutement général dans la fonction publique, l'allocation de départ à la retraite, l'assurance maladie universelle, la situation dans le secteur de l'éducation. Je vous propose un extrait de cette émission spéciale. Regardez. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Vous avez annoncé un recrutement général pour faire face au déficit quasi généralisé en ressources humaines dans les ministères et institutions de l'État. Monsieur le ministre, nous sommes pratiquement à la fin de l'année 2021. Ce recrutement général tiendra ou tiendra pas? Non, ce recrutement tiendra. Il faut rappeler que nous sommes quand même dans une période assez particulière avec la crise sanitaire et ses impacts. Et naturellement, pendant cette période de crise sanitaire, le souci était d'abord la protection de la sécurité, de la santé des Togolais. Vous imaginez bien qu'un concours qui pourrait entraîner une forte mobilisation des candidats dans un certain nombre d'endroits, il aurait été difficile pendant que le pays connaissait des pics de propagation et de contamination d'organiser le concours. C'est d'ailleurs pourquoi d'autres concours de recrutement avaient pris du retard. Le concours de recrutement dans la santé, dans l'éducation, au ministère des Finances,
Alors maintenant qu'il y a quand même un certain éclairci, nous pouvons accélérer les préparatifs en vue de la tenue effective de ce concours de recrutement. Les diligences sont en train d'être accomplies par mes services en lien avec les services compétents du ministère de l'Économie et des Finances. Donc nous espérons que dans les semaines qui viennent, nous pouvons publier un communiqué indiquant les profils et les compétences qui sont recherchées et naturellement précisant les dates d'organisation du concours. Alors, Monsieur le ministre, où en est-on aujourd'hui avec la reprise des paiements des allocations de départ à la retraite? Ça aussi, c'est une question importante parce que le chef de l'État a toujours été soucieux par rapport à la situation de nos aînés, des anciens, de ceux qui ont servi l'État, qui ont servi l'administration et la fonction publique, faire en sorte que les départs à la retraite ne soient pas des moments d'angoisse. Bien sûr, beaucoup d'efforts ont été faits. Aujourd'hui, lorsque vous êtes admis à la retraite, il n'y a pas un grand temps de carence ou d'attente avant de commencer à jouir de votre pension de retraite. Et d'ailleurs, nous allons accélérer et renforcer les réformes au niveau de la caisse de retraite du Togo avec la mise en œuvre d'un projet d'une base de données intégrée liant le ministère de la fonction publique, le ministère de l'économie et des finances et la caisse de retraite du Togo. Parce que nous estimons qu'il est anormal et inexplicable qu'une Togolaise ou un Togolais qui a servi l'État, employeur, en tant que fonctionnaire ou agent de l'État, au moment de son admission à la retraite, on lui demande d'effectuer un parcours de combattant pour reconstituer son dossier auprès du même employeur. Cela n'est pas acceptable. Et donc pour cela, nous allons créer cette base de données intégrée, mener un certain nombre de réformes pour automatiser les actes et les formalités de départ à la retraite. Généralement, il y a un certain nombre de périodes de l'année où les gens sont admis à la retraite. Le ministère de la fonction publique notifie aux agents au moins 6 mois avant. Et donc, cette correspondance-là doit pouvoir aller et au ministère de l'économie et des finances et à la caisse de retraite du Togo et faire en sorte que s'il y a des pièces manquantes, s'il y a des formalités à accomplir pendant les 6 mois, le fonctionnaire ou l'agent peut les parachever. On est admis à la retraite, par exemple, le 31 décembre, et le 31 janvier, on doit pouvoir toucher sa pension de retraite. Donc cela est important. Mais en attendant, et parce qu'il y avait quand même une situation que notre pays gère depuis quelques décennies, parce que l'allocation de départ à la retraite date de 1991. Et j'ai l'habitude de dire que l'allocation de départ à la retraite s'inscrit dans le cadre des mesures que nous pouvons considérer comme des mesures assurantielles. Ce qui signifie qu'il faut un cotisant. Le cotisant, ça peut être le travailleur, ça peut être l'employeur. Mais lorsque cette allocation de départ à la retraite avait été décrétée par la loi de 1991, les conditions de mobilisation de ressources et de paiement n'étaient pas indiquées. Donc ce n'était pas une loi applicable parce que généralement on dit que lorsqu'une loi instaure une dépense, il faut dire la source du financement. Et donc pour remédier aux difficultés qui se sont accumulées d'année en année, parce que la caisse de retraite du Togo n'était pas en mesure d'honorer les dispositions de cette loi, il y a eu des retards, le gouvernement a fait des efforts pour éponger une partie des arriérés et maintenant pour partir sur de nouvelles bases. Et dans un souci de soutenir ceux qui vont à la retraite, qui ont servi l'État, le président de la République a voulu qu'il y ait un nouveau système d'allocation de départ à la retraite. Il en a fait l'annonce le 26 avril 2019 en instruisant le gouvernement de mener les études qu'il convient afin de déterminer les paramètres, notamment économiques, financiers, puisque
ce système n'a pas vocation à s'appliquer seulement une année. C'est un nouveau système qui a vocation à durer. Donc il faut dire comment ce nouveau système sera financé. Alors donc les études actuarielles ont eu lieu, nous ont permis de déterminer qu'un geste significatif et substantiel de 3 mois de salaire peut être accordé aux agents qui sont admis à la retraite pour leur permettre de s'installer, de reprendre éventuellement d'autres activités et de ne pas avoir une rupture brutale entre les revenus dont ils avaient quand ils étaient agents et fonctionnaires et les pensions de retraite. Eh bien, le gouvernement a acté la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. À quoi doit-on s'entendre concrètement, Monsieur le ministre? C'est une grande avancée sociale dans notre pays. L'adoption de l'assurance maladie universelle. C'est une très très grande avancée. Et c'est une avancée qui vient au bout d'une expérience concluante que nous avons menée depuis 2012 avec la mise en place de l'INAM. Une assurance maladie essentiellement au profit des fonctionnaires et assimilés, y compris des bénéficiaires des pensions de retraite de la Caisse de retraite du Togo. Alors, à partir du moment où le président de la République absolument a fait de la cohésion et de l'harmonie sociale un des axes majeurs de son action, ce qui est traduit dans la feuille de route gouvernementale, il faut que dans les différents secteurs d'activité et domaines de la vie, il y ait des réformes, qu'il y ait des mesures, qu'il y ait des actions qui concourent à donner corps à ce souci, à cette ambition de cohésion sociale, de solidarité nationale. La loi a été adoptée, mais il y a maintenant du chemin à faire. Le chemin à faire, c'est pour permettre l'incorporation et l'affiliation effective de toutes les catégories de la population qui sont bénéficiaires de l'assurance maladie universelle. D'abord, si je prends une catégorie, si je prends les travailleurs du secteur privé formel, probablement il est beaucoup plus aisé d'assurer demain leur incorporation et leur affiliation parce qu'ils ont des contrats de travail. Les mécanismes de cotisation et de paiement des cotisations peuvent être faciles à appréhender. Si nous prenons les indépendants, la situation peut être un peu plus compliquée. Maintenant, pour d'autres catégories de la population, appelées par exemple à bénéficier de l'assistance médicale, il est clair qu'il va nous falloir d'abord avoir un registre des foyers et des ménages, avoir des critères qui détermine les personnes indigentes ou vulnérables pouvant bénéficier du régime d'assistance médicale. Et donc c'est pour dire qu'une fois que la loi est adoptée, maintenant il va falloir un certain nombre de dispositions concrètes, d'une part pour assurer de manière graduelle, progressive, vague par vague, l'incorporation et l'affiliation des différentes couches de la population bénéficiaires de ce régime, du régime d'assurance maladie universelle, en tenant compte du fait qu'il va falloir déterminer, par exemple, les paramètres de cotisation, les modalités de paiement des cotisations. Et donc, ce travail sera fait. Eh bien, Monsieur le ministre, ma toute dernière question. Nous allons revenir sur cette grève dans le secteur de l'éducation, mercredi et jeudi dernier, avec la décision de votre collègue, le ministre Kokoroko. Mais dites-nous, Monsieur le ministre, est-ce qu'on ne pouvait pas faire autrement? Est-ce qu'on ne pouvait pas continuer la pédagogie, Monsieur le ministre? Non, vous allez constater que le gouvernement a opté davantage et en priorité pour la pédagogie. Pourquoi nous avons ressenti le besoin et la nécessité, avant que ne se produise éventuellement cette grève irrégulière et illicite, d'informer les enseignants, d'attirer leur attention sur les règles qui sont applicables.
c'est parce que nous avons aussi la conviction que beaucoup d'enseignants peuvent être amenés à suivre des mots d'ordre en méconnaissance des règles applicables. Nous avons essayé d'attirer l'attention de nos frères et sœurs enseignants sur le fait que pour exercer régulièrement une grève, il faut que les préoccupations et les revendications en cause aient fait l'objet de négociations. Et naturellement, quand on négocie, on peut aboutir à un accord, totalement ou partiellement, mais on peut aussi aboutir à un échec. Mais il faut, pour éviter des grèves sauvages et intempestives, au moins que l'employeur et les travailleurs aient eu la possibilité d'échanger. Tel n'a pas été le cas. Deuxièmement, et c'est une condition importante, il faut qu'un préavis de 10 jours ouvrés. Je viens de constater que le 4 novembre, c'est-à-dire après les événements des 3 et 4, l'organisation syndicale à l'origine de ce mouvement reconnaît que les conditions d'une grève licite n'ont pas été respectées, qu'il n'y a pas eu de négociation et qu'il n'y a pas eu de préavis. J'avais indiqué d'ailleurs, c'est à travers les réseaux sociaux que nous on a appris qu'il y aurait une grève. Cela signifie que les responsables de cette organisation syndicale ont agi de manière malicieuse, subreptice, saugrenue. Un gouvernement n'a pas, alors qu'on est en face d'une situation, à se taire, à ne pas attirer l'attention, à ne pas informer convenablement les travailleurs, sous prétexte que si, en tant que gouvernement, c'est qui est notre responsabilité, si nous décidons d'informer, de faire de la pédagogie, d'attirer l'attention sur les dispositions et les règles applicables, cela signifie que nous sommes en train de procéder à des menaces et des intimidations. Non. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est compréhensible que les initiateurs aient laissé leurs camarades agir et ensuite indiquent que la grève supposée des 3 et 4 serait la suite et la poursuite d'une grève qui aurait eu lieu en 2020 et donc cela leur permettait et qui avait été suspendu, donc ils pouvaient se permettre de se dispenser. C'est faisable aussi. On commence une grève une année, on suspend et après on la reprend. C'est maintenant que j'apprends qu'on peut suspendre une grève en 2020 et fin 2021, la reprendre sur la base du préavis qui avait eu lieu en 2020. C'est maintenant que je l'apprends. Je crois que personne ne nous aurait pris au sérieux en tant que gouvernement. Peut-être que si cette gratification est étendue à tous les fonctionnaires togolais, peut-être qu'il y aura plus de problèmes. Merci, monsieur le ministre, d'être basé. Mais vous savez, c'est également l'élément qui est important. Et vous suivrez à la fin de ce journal l'intégralité de cette émission spéciale. Littérature, culture, avec la journée internationale de l'écrivain africain célébrée ce 5 novembre par l'Association des écrivains du Togo. Une caravane littéraire a été lancée pour la circonstance. Objectif, promouvoir la littérature sous toutes ses formes. Elie Agbanyadao. Pas d'obligation, juste du plaisir en s'adonnant à la lecture. L'Association des écrivains du Togo, à travers la 5e édition de la caravane littéraire, veut susciter chez les élèves le désir de la lecture. Élèves et enseignants de Notre-Dame des Apôtres ont prêté une oreille attentive à la communication de l'association sur le rôle de la littérature dans la formation et dans l'éducation. J'ai retenu que écrire est une bonne chose et d'abord, avant d'écrire, il faut beaucoup lire. Donc si plus tard j'aimerais devenir écrivain comme Madame Anati, je dois beaucoup lire sur les bancs. Personnellement, je suis un peu paresseux à la lecture, donc je prends 2 à 3 semaines pour terminer un roman, mais avec tous les conseils qu'ils viennent de nous donner, je suis un peu plus motivé pour la lecture.
Pour l'Association des écrivains du Togo, il s'agit des documents qui transmettent des connaissances et valeurs à la jeunesse et aux lecteurs. Nous savons cette littérature-là comme grande beauté pour transmettre ces valeurs à nos élèves. Et les professeurs les initient également en classe avec cela. Et ça leur permet, lorsqu'ils vont entrer dans la vie, de continuer cette auto-éducation. Après Notre-Dame des Apôtres, il y a d'autres établissements qui sont identifiés. C'est de trouver des stratégies, des moyens pour vraiment donner envie aux enfants, envie à nos élèves d'aller vers la lecture, d'aller vers la littérature, parce que nous savons que la formation d'un individu passe aussi par l'accès à la connaissance, au monde des idées. Et quoi de mieux qu'un livre pour vous ouvrir à ce monde des idées? Nous voulons contribuer par la littérature à la formation et à l'épanouissement de nos élèves et partant de tout lecteur. Célébrée chaque 7 novembre, la journée panafricaine de l'écrivain africain va se tenir au Togo. La présidence de l'Association de l'Afrique de l'Ouest est assurée par Kouméalo Anaté. C'est communiqué du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins pour terminer. Dans des cas de choléra viennent d'être détectés dans la commune de Lac 2 en région maritime. Le choléra est une maladie grave et mortelle qui survient après l'ingestion d'aliments contaminés, notamment à travers des mains souillées et le plus souvent dans les périodes de forte pluie. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins rassure la population que des dispositions idoines ont été rapidement prises pour circonscrire cette urgence de santé publique. Par ailleurs, il invite les populations à la vigilance et à l'adoption des comportements suivants pour éviter le choléra. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, bien protéger nos aliments contre les mouches et la poussière, laver correctement les fruits et les légumes avant de les consommer, bien cuire les aliments et bien réchauffer les restes d'aliments avant de les manger. Boire en tout temps et en tout lieu de l'eau saine. Désinfecter à l'eau de javel ou faire bouillir les eaux de pluie de citernes, de rivières, des mares ou des étangs avant de les utiliser. Faire les besoins dans les latrines. Jeter les selles des petits-enfants dans les latrines. Éviter de déféquer et de jeter les ordures dans la nature. Toute personne faisant une diarrhée liquide abondante associée ou non à des vomissements doit être immédiatement conduite au centre de santé le plus proche pour une prise en charge adéquate. Fait à Lomé le 6 novembre 2021, professeur Moustapha Mijiawa. Une autre maladie non négligeable, le Covid-19, et à propos justement à ce jour, samedi 6 novembre 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 26 114, c'est un nouveau cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 784, 38 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 87 et le nombre de décès est de 243. Et ce communiqué est également signé du ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Fin ce journal, merci de nous avoir suivis. L'édition de 22h30 sera présentée par Alex Ompoti. Je vous souhaite une très belle soirée, bon week-end et à très prochainement.